Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo publication de résultats. Aujourd'hui, Ipsos T2 2025. Comme d'habitude, on regardera le communiqué de presse, on regardera en suivant les fondamentaux de l'entreprise et on finira sur le graphique. Avant de faire ça, je fais la recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. OK, donc le communiqué de presse, il est là, il est tout chaud, il vient de sortir. Donc retour à la croissance organique au deuxième trimestre dans un environnement toujours volatile. Ipsos, l'une des principales sociétés mondiales d'études de marché, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,155 milliard au premier semestre 2025. Ah, bon, on va directement aller voir du coup sur Zone Bourse ce que ça donne. 1,150 milliard pour le premier semestre. Est-ce que c'est bien ce qui était attendu? Donc Ipsos qui est en après-clôture à plus 0,51%. Donc a priori, la publication a bien été prise. Bon, c'est l'épaisseur du trait, hein, entre le neutre et le bien pris, on verra. Il y a un petit rendement à 4,7% en belle croissance d'année en année sur Ipsos, avec un petit, tout petit PER de 8. Ok, donc on va déjà voir ce que ça donnait. Qu'est-ce qu'on attendait en résultat semestriel sur Ipsos? On avait dit 1,150 milliard, 1,155 milliard publiés et le marché attendait 1,147 milliard. Très légèrement au-dessus, du consensus. La publication est très légèrement au-dessus du consensus. C'est l'épaisseur du trait. L'épaisseur du trait à ce niveau-là. OK, donc la croissance établie à 1,5%, dont moins 0,5% en organique et 3,1% d'effet de périmètre liés principalement à l'acquisition d'Infas, le leader des études de marché dans le secteur public allemand, et moins 1,1% d'effet de change défavorable, du fait notamment de la dépréciation du dollar au cours des 3 derniers mois. Sur le seul deuxième trimestre, la croissance organique s'établit à 0,7% après un moins 1,8% au premier trimestre. OK, donc c'est là de repartir un petit peu la croissance organique. C'est pas non plus foufou. Heureusement qu'ils font de la croissance externe. OK. Ben Page, directeur général d'Ipsos, déclare: notre performance au deuxième trimestre est marquée par un retour à la croissance organique et par des signes d'amélioration encourageants aux États-Unis. Nous poursuivons par ailleurs notre politique d'acquisition et nos investissements dans la technologie et l'intelligence artificielle. Un terme obligatoire dans toute publication, c'est en 2025, intelligence artificielle. Si nous restons prudents dans le contexte macroéconomique et politique actuel, nous confirmons nos objectifs pour 2025, à savoir une croissance organique supérieure à celle de 2024 et une marge opérationnelle autour de 13% à périmètre constant. Alors, une croissance organique supérieure à celle de 2024 sans chiffres. Donc, je vous rappelle que souvent, ce qui est plus important dans les publications des résultats, c'est pas ce que les managers nous disent, c'est ce qu'ils nous disent pas. Donc là, il y a pas de chiffres. Donc, je vais aller voir quelle était la croissance de l'année dernière. 29,8% de croissance du bénéfice par action l'année dernière. Wow. OK. Donc là, il parle de croissance organique uniquement. On verra. OK. Donc l'année dernière, en tout cas, il y a une grosse progression de 29% du bénéfice net par action, tout compris, organique et croissance externe. OK. Donc on verra pour cette année. A priori, il est prévu une croissance de 9,6% du bénéfice par action cette année par rapport à l'année dernière. C'est quand même très, très bien, 9,6% de croissance d'une année sur l'autre. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les chiffres, du trimestre. On va vite fait aller voir du coup si c'est bien ce qui était attendu. Donc on regarde en trimestriel sur Ipsos. Il est attendu 580 millions et ils ont publié 586 millions. OK, donc c'est de là que vient la légère surperformance, du premier semestre par rapport à ce qui était attendu par le consensus. Ils ont fait un peu mieux sur la publication du deuxième trimestre. Très, très bien. Donc une croissance totale de 1% pour ce deuxième trimestre, 1,5% pour le premier semestre. En organique, ils sont à -0,5% sur le premier semestre. Heureusement, ils font des acquisitions externes, donc ils ont une croissance de 3,1% grâce à la croissance externe et un taux de change négatif de -1,1%. Donc ça, faut s'y habituer, hein. Toutes les entreprises qui travaillent, en zone dollar vont certainement avoir des taux de change, très négatifs cette année. Sauf s'ils sont couverts, mais c'est pas le cas de tous. Bon, en tout cas, une croissance totale de 1,5% pour ce premier semestre, surtout tirée par, les acquisitions externes. OK. Évolution de l'activité par région et ensuite on va aller voir directement
Les perspectives du management, après on se lira tout en détail, heu, mais on va déjà voir la perspective du management. Pour les plus pressés d'entre vous, OK, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, une croissance de 6,3 au premier semestre 2025. Je sais pas trop du coup si c'est par rapport au premier semestre 2024 ou par rapport au deuxième semestre 2024. Il précise pas. Je vais penser que c'est par rapport au premier semestre 2024. Donc une croissance totale de 6,3 dont seulement 0,8 en organique, hein, donc de nouveau, Europe, Moyen-Orient, Afrique tiré par, les acquisitions externes pour ce premier semestre. L'Amérique, croissance totale de -2,3 dont -0,5 en organique. OK, donc ils ont acheté quelque chose en Amérique, hem, qui a baissé. OK. L'Asie-Pacifique, une croissance de -3,6 en total. Ouh là là. OK. Donc croissance organique, -4,1. Waouh! Donc énorme baisse de la croissance organique en Asie-Pacifique. Heureusement que l'Europe, Moyen-Orient, Afrique a tiré, le groupe. On ressort positif de +1,5, mais l'Amérique et l'Asie-Pacifique, c'est pas bon du tout. Bon, heureusement l'Asie-Pacifique, c'est un petit secteur, une petite zone géographique pour Ipsos. Les 2 plus grosses sont bien la plus grosse, c'est Europe, Moyen-Orient, Afrique, celle qui a fait le plus grosse croissance, très bien. En suivant, pas très loin, on a l'Amérique et très, très loin derrière, on a l'Asie-Pacifique. C'est celle qui baisse le plus, OK. Donc je vous ai dit qu'on allait regarder les perspectives du management, après on lira tout ça. Je l'ai vu. Et perspectives, OK. Le deuxième trimestre est marqué par des signes encourageants puisqu'Ipsos renoue avec la croissance organique dans un environnement macroéconomique toujours volatile. Aux États-Unis, les mesures prises commencent à porter leurs fruits. Nous continuons notre stratégie d'acquisition. La finalisation de l'acquisition de The BVA Family nous confère de nouvelles forces en France, au Royaume-Uni et en Italie, notamment dans les tests packaging, l'expérience client, les évaluations mystères et les études pour les gouvernements et les services publics. En Allemagne, l'acquisition de la division santé d'Inmomant renforce notre expertise dans les secteurs pharmaceutiques et medtech, quelques mois après l'acquisition d'Infas dans le domaine des affaires publiques. OK. Et donc il y a également Infas, qu'ils ont acheté également, en Allemagne pour les affaires publiques. Nous poursuivons également nos avancées dans les domaines technologiques et de l'intelligence artificielle. Nos travaux dans les données synthétiques nous permettent de proposer de nouvelles offres à nos clients, tandis que nous poursuivons l'optimisation et l'automatisation de nos plateformes internes pour simplifier et accélérer la compilation et le traitement de données à grande échelle. Comme attendu, le profil d'activité de l'année 2025 sera opposé à celui de l'année 2024 avec un poids plus important qu'à l'accoutumée du second semestre. Dans le chiffre d'affaires, la marge opérationnelle et la génération de cash comme nous l'avions observé en 2023. OK, donc ce que je comprends, c'est qu'en 2024, c'était différent. C'était le premier semestre qui était plus fort et le deuxième semestre moins, fort et là, cette année, ce sera comme en 2023 où on a eu un premier semestre un peu faible et ils s'attendent à une remontée, de la croissance au deuxième semestre, comme en 2023. Ainsi, bien que nous restions prudents face au contexte mondial, nous confirmons nos objectifs financiers pour 2025. Une croissance organique supérieure à celle de 2024 et une marge opérationnelle autour de 13% à périmètre constant, hors impact des acquisitions en 2025. Ipsos présentera son nouveau plan stratégique Horizon 2030 lors d'une journée investisseur qui se tiendra le 19 novembre 2025. À noter dans les agendas. OK, donc c'était tout pour les perspectives. On va se lire tout en détail, même si je te conseille de lire toi-même, hein, c'est toujours, ça rentre toujours plus facilement. Hop, OK, donc on en était là, on a vu ça. Donc la performance du groupe s'est améliorée dans toutes les zones géographiques au deuxième trimestre. Bah, pas l'Asie-Pacifique, -2,3 deuxième trimestre. Bon, avec un retour à la croissance organique dans nos 2 principales régions, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique. En Europe, Moyen-Orient, Afrique, donc le premier secteur du groupe, la croissance totale sur le premier semestre s'établit à 6,3 portée par l'intégration de la société Infas en Allemagne depuis le début de l'année.
malgré un effet de base défavorable, plus 7,6% au premier semestre 2024, la croissance organique semestrielle s'élève à 0,8%, dont 1,8% sur le seul deuxième trimestre. OK, donc vous avez fait un super premier semestre 2024 et donc là, la comparaison est un peu dure, mmh, mais ils ont quand même fait une petite croissance par rapport au premier semestre 2024. Cette performance traduit notamment de bons résultats en Europe continentale ainsi qu'au Moyen-Orient. Une activité en recul en France, imputable au climat politique qui a nettement pénalisé notre ligne de service affaires publiques. Donc les Amériques, le deuxième secteur géographique du groupe. Les Amériques affichent une croissance organique de 0,6% au deuxième trimestre, dont 0,5% aux États-Unis, où les mesures prises par la nouvelle équipe de direction commencent à porter leurs fruits. Bien que le contexte politique reste incertain et pénalise encore notre activité affaires publiques, les autres lignes de service tendent à confirmer dans leur ensemble des signes encourageants, avec une croissance organique autour de 2%, avec une croissance organique de 2% sur le semestre, portée par une bonne tenue de l'activité relative aux acteurs de la grande consommation et une amélioration de l'activité santé. La performance de la région Asie-Pacifique, le plus petit secteur géographique du groupe, est impactée par l'absence de redémarrage en Chine, toujours freinée par un manque de visibilité macroéconomique et par le contexte déflationniste, par un climat général d'incertitude dans la région et par la baisse de nos activités affaires publiques, après des périodes électorales dans de nombreux pays de la zone en 2024. Ah, ok, donc évolution de l'activité par audience. Hmm, ok, donc les consommateurs. Hem, OK, donc j'imagine que c'est pour les tests de produits, auprès des consommateurs, le client final. On a une croissance totale de 0,1%, portée par l'organique, OK, surtout le T2, il y a un beau rebond au T2 sur la secteur consommateur, OK, donc en tout cas une petite toute petite croissance. Clients et salariés, j'avoue que ça je comprends pas trop, je suis pas sûr. En tout cas, en croissance de 0,8%. Le deuxième secteur, d'activité du groupe, OK, surtout porté de nouveau par un rebond au deuxième trimestre, très, très bien. Les citoyens, donc j'imagine que c'est pour les affaires publiques, heu, 3,9% de croissance totale, très, très bien. Mais ça, par contre, du coup, ce n'est pas de l'organique et parce qu'en organique, on est à -11%. Donc c'est dû au à une rachat d'une entreprise. Ils m'ont parlé d'une entreprise allemande qu'ils avaient rachetée, donc j'imagine que c'est forcément ça. OK. Sinon, heureusement qu'il y a eu cette acquisition en Allemagne, sinon la croissance, aurait été, en gros négatif pour cette partie citoyen. Et le dernier secteur du groupe, les médecins et patients, en croissance totale de 4,5%, donc très bien. Dont croissance organique 5,3%, très, très bien. Donc ça, c'est en croissance sur les 2 trimestres, très, très bien. Au final, toujours une croissance, du groupe de 1,5%, rien n'a changé. OK. Donc les plus gros secteurs du groupe ont un peu sous-performé cette année, hein, enfin ce 1er semestre, consommateurs et clients salariés en plus petite croissance, totale par rapport aux 2 plus petits secteurs. OK. De nouveau, hein, tiré par les acquisitions externes. Nos lignes de services dédiées aux consommateurs, clients et salariés affichent une croissance organique de 0,8% au premier semestre, en accélération entre le premier et le deuxième trimestre, malgré un effet de base défavorable. L'activité sur ce segment est tirée en particulier par nos activités liées au positionnement de marché, à l'optimisation des dépenses marketing, à la mesure de l'impact des campagnes publicitaires et aux évaluations mystères. Notre activité auprès des citoyens est en recul organique de 11,4% depuis le début de l'année. Bien qu'en amélioration par rapport au premier trimestre, elle reste impactée par les incertitudes et l'attentisme prolongé résultant du cycle électoral, notamment aux États-Unis, en France et dans certains pays d'Asie. Donc l'année 2024 était exceptionnelle pour Ipsos, hein. Il y avait énormément euh, d'élections nationales, ce qui a fortement poussé le chiffre d'affaires d'Ipsos 2023-2024 avant, les élections. Donc là, c'est un petit peu difficile du coup, on après une année exceptionnelle, 2025, revient un petit peu à la normale,
d'où cette baisse de 11,4% de l'activité. L'audience médecins et patients est en amélioration, avec une croissance organique d'environ 5% sur le semestre. L'innovation en matière d'oncologie, de maladies rares et les études sur le GLP-1 devraient soutenir la croissance du secteur dans les prochains mois. Mais nous restons prudents compte tenu du climat politique et réglementaire aux États-Unis, qui pourrait impacter le développement de vaccins et la commercialisation de nouveaux médicaments. Notre plateforme, Ipsos Digital poursuit sa forte croissance, 26% au premier semestre, avec un niveau de marge opérationnelle de l'ordre de 2 fois celle du groupe. Par ailleurs, la plateforme continue de s'enrichir avec de nouvelles solutions. Alors ça, en fait, c'est maintenant pour faire des sondages. Ils ont plus besoin qu'on t'appelle. Tu reçois directement sur ton appli, enfin sur ton téléphone, une demande de sondage, donc il y a pas besoin de répondre à quelqu'un. Du coup, c'est beaucoup plus rentable pour Ipsos de faire des sondages, hem, voilà, directement, sur l'application, sur le téléphone. Alors c'est pas forcément sur l'application, moi j'avais eu ce sondage-là, c'était YouTube, qui avait fait lancer des sondages auprès des créateurs de contenu et c'était la plateforme digitale, d'Ipsos qui avait fait le truc. Donc j'avais directement sur le téléphone pour répondre. J'ai eu aucun coup de fil, j'ai eu personne au téléphone, pour pouvoir répondre à ce sondage. Donc, très bien. Donc une belle croissance pour, cet outil digital, qui va augmenter les marges du groupe. Très, très bien. Les performances financières, hop, donc donc par rapport au 30 juin 2024, voilà, donc par rapport au premier semestre 2024, on a une croissance du chiffre d'affaires de 1,5%, une croissance des marges brutes de 1,3%, très, très bien. Une baisse de la marge opérationnelle de 17%. Ah, donc du coup, on nous a pas dit pourquoi on avait une baisse de marge opérationnelle de 17%. Et au final, résultat net ajusté par du groupe à -12,3% entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025. OK. Hem, alors attendez, j'essaie de réfléchir un petit peu. Donc la marge opérationnelle a baissé de 17%. Bon après, je comprends pas trop, mais résultat net ajusté par du groupe en, décroissance de 12,3% par rapport au 1er semestre. Bon, ils nous ont dit un peu plus haut, hein, que le premier semestre de 2024 était vraiment exceptionnel et que là, forcément, la comparaison est un peu dure et que c'est un plus gros semestre, 2e semestre 2025. OK. Poste du compte de résultat. La marge brute s'établit à 68,4%, contre 68,5% à la même période l'an dernier. Ce léger recul s'explique par l'intégration d'Infas en Allemagne, dont le taux de marge brute est plus faible que la moyenne du groupe. Le plan d'intégration qui permettra de restaurer la profitabilité est en cours. À périmètre constant, le taux de marge brute progresse de 30 points de base, notamment en raison de la forte croissance d'Ipsos Digital, donc l'application dont je vous ai parlé. OK, donc la marge brute, de toute façon, à 68%, c'est très, très, très bien. On va surtout essayer de voir du coup, ce qu'ils nous disent par rapport à la marge opérationnelle, pourquoi elle a baissé autant. En ce qui concerne les coûts d'exploitation, la masse salariale augmente de 3,1% en raison de l'impact des acquisitions, mais de seulement 0,7% à périmètre constant. Nous continuons d'adapter notre structure de coûts à l'évolution de l'activité. Ainsi, nos effectifs ont diminué de près de 2% à périmètre constant depuis le début de l'année. OK. Bah, là, je sais pas, il disait plus 0,7% à périmètre constant, juste avant et juste après, ils nous disent une baisse de 2% à périmètre constant depuis le début de l'année. Donc moi, je comprends pas trop. Petite, divergence. Bon. Les pleins effets sur la profitabilité se matérialiseront au second semestre. Au 30 juin, le ratio de masse salariale par rapport à la marge brute s'établit à 69,5% et reste significativement inférieur à la situation pré-pandémique. OK.
Les frais généraux augmentent de 7,3 millions d'euros, principalement en raison d'un effet de périmètre de 5 millions d'euros provenant des acquisitions, d'une hausse des dépenses informatiques, technologiques et d'acquisition de panels. Le ratio de frais généraux par rapport à la marge brute s'établit à 15,7% et reste significativement inférieur à celui de 2019 avant le Covid. Heu, OK, donc j'ai du mal, excusez-moi, j'ai du mal à savoir si c'est bien ou pas bien, par rapport à avant le Covid. Le ratio de frais généraux, j'avoue que je sais pas. Pareil pour, le ratio sur la masse salariale, j'ai du mal à comprendre si c'est positif ou négatif. Il me semble que c'est positif, hein, qu'ils ont des meilleurs ratios qu'avant le Covid. Mmh, OK, à creuser peut-être. Le poste autres charges des produits opérationnels affiche un solde négatif de 10,4 millions d'euros qui se compose pour l'essentiel de coûts de départ et est impacté par des pertes de change opérationnelles liées à la dépréciation du dollar et d'autres monnaies par rapport à l'euro. Autres charges des produits opérationnels, un solde négatif de 10,4 millions d'euros. OK. C'est ces coûts de départ que j'ai du mal à comprendre, bon. Après, le taux de change négatif, bon, bah, ça, on s'en doutait, hein. Alors, pour le premier semestre, la marge opérationnelle s'établit à 8,3%. Nous nous attendons cette année, comme en 2023, à une amélioration significative de la profitabilité au second semestre, liée d'une part à l'accélération de la croissance et d'autre part au plein effet des mesures prises pour ajuster nos coûts. Le poste autres charges et produits non courants intègre près de 5 millions d'euros de frais d'acquisition et 3 millions d'euros liés à la dépréciation de l'actif net russe. Par ailleurs, nous analysons actuellement les impacts du vote par le Parlement russe le 15 juillet 2025, c'est tout récent, de la loi qui limitera à partir de 2026 la part du capital des entreprises d'études de marché détenues par des sociétés étrangères. L'ensemble de l'actif net comptable russe a déjà été déprécié dans les comptes du groupe. Donc il leur reste une petite partie en Russie, hein, de ce que je comprends. OK, donc ils ont certainement fait une filiale en Russie, mais ils ont gardé une petite partie de cette filiale et a priori, il y a peut-être une loi qui va limiter, hem, la part qu'ils ont dans cette, filiale, russe qui leur reste. Bon. Le résultat financier s'établit à -12,6 millions d'euros. Il intègre principalement des charges de financement de 5,3 millions d'euros, ainsi que des pertes de change non opérationnelles liées à la dépréciation du dollar. Le taux effectif d'impôt s'établit à 26,6% contre 26% au premier semestre 2024, donc ils payent un peu plus d'impôts. Le résultat net part du groupe s'établit à 53 millions d'euros et le résultat net ajusté part du groupe à 72 millions d'euros, contre 82 millions d'euros l'année précédente. Donc une baisse du résultat net pour l'instant pour ce premier semestre. De nouveau, hein, le premier semestre 2024 était exceptionnel. Celui-là, il est plus normal et ça devrait normalement se compenser avec le deuxième semestre 2025 qui devrait être plus important. Structure financière, les flux de trésorerie. La capacité d'autofinancement s'établit à 139 millions d'euros contre 177 millions d'euros au premier semestre 2024. Cette baisse est liée au recul du résultat net avant impôt. Au premier semestre 2025, la variation du besoin en fonds de roulement est stable par rapport à 2024 grâce à l'optimisation de nos processus de facturation et de règlement, qui a permis de réduire les délais de paiement. Ceci compense l'impact du niveau d'encaissement client, plus faible cette année au regard du niveau de croissance. Donc il y a encore des clients qui n'ont pas payé, leurs factures? OK, mais au final, ils s'en sortent bien avec un nouveau process de facturation. Très bien. Les investissements en immobilisation corporelle et incorporelle sont principalement constitués d'investissements en infrastructures informatiques et technologiques et se sont élevés à 42 millions d'euros au premier semestre. Ils sont en hausse de près d'un tiers, en ligne avec la mise en œuvre de notre feuille de route en matière de plateforme et technologie. Au total, la génération de trésorerie libre d'exploitation s'établit à 40 millions d'euros au premier semestre et serait de 54 millions d'euros à périmètre constant. Elle est en recul par rapport à l'année 2024, qui avait bénéficié en début d'année de la forte croissance de fin 2023, mais reste supérieure à celle des années précédentes. Par exemple, il y avait un cash flow libre de 24 millions en 2023, et 53 en 2022 et là, ils se seraient à 54 millions d'euros à périmètre constant.
mais le périmètre n'est pas constant. Donc ils sont en réel à 40 millions d'euros. Donc en fait, ils sont mieux par rapport à 2023, mais c'est tout. Par rapport à 2022, non, hein. Bon. En ce qui concerne les investissements non courants, Ipsos a investi au premier semestre 149 millions d'euros en procédant principalement aux acquisitions de The BVA Family et d'Infas. Donc des acquisitions externes. Ok. Les opérations de financement incluent pour l'essentiel sur ce semestre une émission obligataire notée de 400 millions d'euros en janvier 2025. Le remboursement en juin de l'obligation précédente pour 300 millions d'euros. Donc au final, ils ont emprunté 100 millions de plus. Les capitaux propres s'élèvent à 1 429 millions d'euros au 30 juin contre 1 421 millions au 30 juin 2024. Donc plus 8 millions en une année. Bon, c'est pas beaucoup. La dette financière nette s'élève à 251 millions d'euros contre 100 millions d'euros au 30 juin 2024. Donc c'est ce qu'on a vu, hein, c'est qu'avec leurs obligations, ils ont pris 100 millions de plus que ce qu'ils ont remboursé, hein. Donc c'est ça. Là, ils sont à 151 millions de plus que l'année dernière à la même époque. En raison des acquisitions, le ratio de levier calculé hors impact IFRS 16 est sain et s'établit à 0,6 fois l'ex- mince, euh, brut d'exploitation, mais j'ai plus le premier terme. Et il y a un bug sur mon fichier en plus. OK. Alors je regarde vite fait, EBO bourse, compta plutôt. Excédent brut d'exploitation, bien sûr, excédent brut d'exploitation. OK. Donc le ratio de levier, est sain à 0,6 fois, l'excédent brut d'exploitation. Bon, je regarde pas ce ratio-là, hein. On regardera tout à l'heure le ratio d'endettement sur Ipsos. Il me semble qu'il est un peu en dessous de ratio, 2 fois, dette sur EBITDA, c'est plutôt ce ratio-là que je regarde. On est bon, on a la limite de ce qu'il faut pas dépasser, pour moi. Position de liquidité. La trésorerie au 30 juin 2025 s'établit à 250 millions d'euros contre 283 millions d'euros au 30 juin 2024. Un peu moins de liquidité et le reste, on l'a lu. Le groupe affiche par ailleurs un excellent niveau de liquidité avec près de 450 millions d'euros de lignes de crédit à plus d'un an, après avoir renégocié avec succès une ligne bancaire syndiquée à 5 ans de 150 millions d'euros. Ipsos n'a désormais plus d'échéance de dette significative avant 2030. Donc je crois que c'était tout. Ouais, on a fini le communiqué de presse sur Ipsos. Donc on va se refaire un petit tour vite fait des fondas. Donc hop, on se remet sur la page initiale. Donc un tout petit PR de 8 comme on l'a dit en début de vidéo, hein. En après-clôture, on est à 0,5%, donc l'épaisseur du trait, la publication est pas trop mal. On s'attend à du mieux encore au deuxième semestre. Il y a un rendement à 4,7%, un rendement en belle croissance. Hop, on va regarder les ROE, tout ça, les ROA. Les ROE, on est légèrement en dessous des 15% attendus cette année de ROE, donc en dessous de ma cible. Historiquement, on varie entre 10, on est souvent aux alentours de 10% de ROE sur Ipsos, avec parfois, depuis le Covid en tout cas, des envolées à 15-16%. OK. Donc les années après Covid étaient un peu exceptionnelles certainement. Là, on voit que pour les années futures, hein, les analystes professionnels voient une baisse des ROE, mais pour rester à un niveau plutôt aux alentours de 13%, alors qu'avant Covid, on était plutôt à 10%. Donc normalement, moi sur la chaîne, je veux des ROE supérieurs à 15% et l'historique qui va avec. Bon bah là, on n'y est pas. On est quand même au-dessus de la moyenne des entreprises qui, on va dire, à 10% de ROE pour la moyenne des entreprises. Donc c'est une entreprise qui est au-dessus de la moyenne, mais c'est pas non plus une entreprise exceptionnelle comme on apprécie et comme on voudrait avoir en portefeuille. C'est moyen plus. OK. On a des marges nettes à 8,4%, donc là aussi c'est en dessous de nos objectifs, à 10% pour les entreprises européennes de marge nette. Et au niveau de l'historique, on a une amélioration de la marge nette depuis le Covid, donc ça on s'en serait douté. Et historiquement, c'est plutôt entre 5 et 7 de marge nette. Donc là, on est à 8,4, donc en dessous de la cible des 10 visés sur la chaîne. En plus, on n'a pas d'historique, enfin, on n'a pas un historique bon, hein. On est en dessous de ce qu'on attend sur la chaîne. OK. Au niveau du ratio dette sur EBITDA, on est à 0,2. OK, il me semblait qu'ils avaient plus de dettes que ça.
Donc là, ils ont rien comme dette, quoi, c'est rien du tout, hein, du coup, mais je me demande s'il y a pas une coquille dans ce chiffre, je suis pas sûr, hein. OK, au niveau du CAPEX sur chiffre d'affaires, on est à 2,8, donc en dessous des 5, donc c'est une entreprise CAPEX light. Il y a pas besoin de gros investissements pour faire tourner, Ipsos et pour garder ses parts de marché. Très bien, a priori, ça se passe bien. Donc on a, comme on l'a vu tout à l'heure, il a attendu une croissance de 9,6 du bénéfice par action cette année. Donc ce sera certainement au 2e semestre, hein, parce que là, c'est plus 1,5 seulement, au 1er semestre. L'année prochaine, il est attendu encore 7,7 de croissance et l'année suivante, en 2027, à 3,9 de croissance. Donc on voit que la croissance, est attendue, en hausse, mais la force de la hausse diminue, quoi. OK. Au niveau du nombre d'actions, on est à 43 millions d'actions et il y a 10 ans, on était à 45 millions d'actions. Donc il y a un peu moins d'actions qu'il y a 10 ans, on se fait légèrement reluer, donc très, très bien. Il y a de moins en moins d'actions en circulation, très bien. Donc une croissance attendue, en tout cas pour cette année et l'année prochaine, très, très bien. En 2027, un peu faiblard, donc on verra, hein. Comme Ipsos fait régulièrement des acquisitions externes, hem, les perspectives pour les années un peu trop loin ne prennent généralement pas en compte ces acquisitions externes qu'ils font tout le temps, en fait. Donc 2027, je ne prendrai pas vraiment en compte. Il faudra voir les acquisitions qu'ils vont pouvoir faire dans les prochaines années. Pour avoir une estimation pour 2027, pour l'instant, c'est un peu tôt, il me semble. Au niveau du PER, on a vu qu'on avait un tout petit PER de 8. De mémoire, moi, je vise un PER juste comme étant un PER de 11. Ça donne quoi historiquement? Historiquement, aux alentours de 10, 10-12 avant Covid. Depuis le Covid, on a fait une pointe à 15, mais entre 10 et 12 également, hein, depuis le Covid. OK. Donc à 11, je me semble plutôt juste, voilà, entre 10 et 12. Donc j'ai choisi 11 comme étant un PER juste. Au vu de ce qu'on a vu, que les ratios qui étaient pas exactement ce qu'on attendait, heu, ça me va. Ça me va de voir viser seulement un PER de 12, de 11 comme étant juste. D'ailleurs, je vais vérifier ce que je dis, hein, c'est bien ça? Ipsos PR de 11 comme étant juste, ouais, tout à fait, OK. Hem, OK, donc là, on se paye seulement 8 fois les bénéfices. Donc on est en dessous, du PER historique de Ipsos, même avant Covid, quand les chiffres étaient, un peu moins bons qu'ils le sont, maintenant. OK, donc on se paye, pour moi, une petite décote actuellement sur Ipsos. D'ailleurs, ce que j'ai dans mes vidéos. Au niveau du price to book, on se paye 1,02, le book. Donc on se paye vraiment juste, un peu au-dessus des actifs de l'entreprise. Voilà, donc on est en 0,3 plus bas et on est value, quoi. On se paye moins que sa valeur que sa valeur, que la valeur des actifs qui composent Ipsos. OK, historiquement, on se paye combien? Alors depuis le Covid, on se payait plus, hein, évidemment. Je Et même avant le Covid, bon, il y a une fois, on s'est payé value en 2018, hein, on était sous les 1 de price to book, donc on était value. Généralement, on est plutôt entre 1 et 1,15 en 2019, 1,40 en 2016-2017. Mmh. Donc je vais pas prendre en compte les 1,7 de price to book de 2022-2023, mais entre 1 et 1,4, de price to book historiquement. Donc là, on est à 1. OK, donc encore une fois, par rapport à l'historique, il me semble qu'on ait un bon prix, quoi. On ait un prix relativement intéressant, il me semble, à seulement, 1,02 fois le book. Au niveau du PEG, donc pour savoir si l'entreprise est chère par rapport à sa croissance attendue, donc on se paye, moins d'1 fois la croissance, donc très, très bien, très, très bien. Donc on paie pas bien cher la croissance attendue pour cette année, sur Ipsos et historiquement, bon, c'est pas trop comparable par rapport à l'historique, le PEG. Je fais une petite bêtise. OK. On a un dividende en croissance, du coup, je vous disais, il y a un beau attrait sur Ipsos par rapport aux dividendes. Hem, donc on a un taux de rendement à 4,7 aujourd'hui par rapport aux dividendes attendus pour 2025 et on a bien une croissance régulière du dividende. Il y a même eu un dividende en 2020 lors de la crise, Covid, donc très, très bien. Un dividende en croissance d'année en année, en tout cas depuis les 10 dernières années. Heu,
aucun faux pas sur le dividende depuis les 10 dernières années, avec une belle croissance. OK, donc il y a 10 ans, on était à 0,8 0,8 € pardon, de dividendes en 2015 et 10 ans plus tard, on est à 1,9 € de dividendes. Donc ça fait une sacrée augmentation, en 10 ans, c'est pas mal du tout. Plus de 100, je dirais 120 comme ça à la louche. OK, donc il me semble qu'on n'est pas très bien cher sur Ipsos, donc ça vaut pas le coup de la payer bien cher non plus, hein. C'est pas de la super qualité. Je vais peut-être juste remettre à jour mes prix pour être sûr que j'ai les bons chiffres. Hop, donc je me mets sur le côté. Alors, donc je vise un PER jusqu'en mettant un PER de 11. Cette année, il a attendu un bénéfice par action de 5,108 €. Il fait l'objectif de prix avec un PER de 11 à 56,18 €, donc c'est bien, les prix sont toujours corrects et par rapport à ce qui est attendu pour l'année prochaine, il a attendu 5,505 € de bénéfice l'année prochaine. Un objectif de prix à 60,50 € comme les 60 € affichés. OK, donc mes objectifs de prix sont toujours, justes. Donc on est en dessous de mes 20 de marge de sécurité par rapport à un PER de 11, comme étant juste pour cette année et l'année prochaine. Donc on a un prix intéressant sur Ipsos pour moi, plusieurs fois que je le dis. Hop, j'enlève ça. Je vais juste le masquer. Hem OK. Donc on était légèrement passé sous le support récemment là, le support des, 41-43 € sur Ipsos. Donc le prix était intéressant. On a quand même cassé le support avant publication de résultats. Voilà, donc hier et avant-hier, on a cassé le support juste avant la publication des résultats. Là, c'est plus ou moins stable en après-marché sur Ipsos. Pour moi, on a toujours un prix intéressant, mais graphiquement, bon, on est dans une tendance baissière quand même depuis mai 2024, donc ça fait 1 an on a tendance baissière sur Ipsos. Pour moi, on est arrivé à un prix intéressant. On est déjà à un prix intéressant. Mais pour l'instant, il nous faut passer une résistance solide baissière à de court terme, EM200 jours, et combler un gap sur les 45,04 € Ipsos, donc une grosse zone à passer sur les 44-45 € sur Ipsos, pour nous confirmer que potentiellement la fin de cette tendance baissière depuis mai 2024, une latéralisation et même pourquoi pas une remontée parce que pour moi on n'est pas bien cher, hein. Je dis 56 € pour cette année, on est à 40 et 1 et 60 € pour l'année prochaine. Voilà, donc belle entreprise, pour moi pas bien cher, publication, bah, plutôt moyenne, bah, le premier semestre était, comparé au premier semestre 2024 un peu compliqué. Management nous a expliqué pourquoi. Heu Voilà, qui s'attend à un rebond au deuxième semestre. Donc seulement 1,5 de croissance pour l'instant sur Ipsos. OK, pour moi, c'est un bon prix. Hem, pour moi, c'est un bon prix. Bon, quoi dire de plus? N'hésitez pas à partager en commentaire, du coup, vos avis sur Ipsos. J'espère que cette vidéo vous a convenu. N'oubliez pas les pouces avant de partir et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao. J'ai dit ça, mais j'ai bien fait le tour? Bon, si ça continue à chuter, on a un gap à combler sur les 39 € et plus bas, la zone de panique sur les 36,12 €. Bon, on vient d'avoir la publication de résultats, heu, c'est le management m'a relativement rassuré perso, ça va. Donc, je pense pas que ça puisse continuer à chuter, mais si c'est le cas, pour moi, c'est une opportunité, hein. Aujourd'hui, 8 fois les bénéfices, 4,7 de rendement. 4,7, hein, c'est bien ça? 4,7 de rendement, ouais, et un rendement en croissance depuis 10 ans sans aucune faute, même pas lors du covid, ça c'est vraiment pas mal, hein. OK, donc cette fois c'est la fin, c'est sûr. N'oubliez pas les pouces les amis. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.